du Burkina Faso connaît un coup d'État, mais est-ce une révolution dans le sens propre du terme ou alors un repositionnement de la France-Afrique? Permettez-moi de saluer Linda Larbaoui, de saluer mon ami Hamza. Je pense que c'est la première fois que je fais un plateau avec lui. Et c'est tout à mon honneur. Voilà. Mon cher Bachir, la réponse à votre question suppose de reprendre à mon corps tout ce qui a été dit avant moi. Depuis Linda Larbaoui, en passant par Hamza, et le développement excellent que vient de faire Bertrand Tassinda. Il est important de connaître le parcours de M. Kaboré, qui est symptomatique, qui est emblématique des parcours, de certains parcours présidentiels, du moins depuis les années 90, qui ont plombé l'avenir du continent africain en revêtant le masque de la démocratie. C'est très important. J'ai aimé le développement qu'il a fait. C'est par là que je répondrai à votre question et c'est très simple d'y répondre. Premièrement, la révolution burkinabé n'a jamais été une révolution. Et Bachir, si votre mémoire ne vous joue pas un tour, vous vous rappelez ici comment, quand cette révolution a eu lieu, mes positions ici, qui étaient des positions comme d'habitude solitaires, mais les faits me donnent toujours raison après. J'avais dit que ce n'était pas une révolution. Parce que si c'était une révolution, ce n'est pas Kaboré qui prenait le pouvoir. C'est aussi simple que ça. C'était un recyclage. C'était un recyclage avec quelques modifications en termes de style, en termes de parcours du système comparé. Or, qu'est-ce que le système comparé si ce n'est pas le système impérialiste, colonialiste, mon cher Bachir? Alors, des agités de la société civile à cette époque-là ont dit on fait une révolution. Moi, j'ai ri. J'ai ri, mon cher. J'ai ri, il n'y a pas de révolution au Burkina. Donc, M. Kaboré, c'est un voleur de révolution. Permettez-moi l'expression. C'est un voleur de révolution. Il n'y a pas eu de révolution au Burkina Faso. La deuxième chose que je vais dire, à la suite de Bertrand Tassinda, qui a mis sur la table la question des organisations sous-régionales, ben, il ne faut pas avoir des gants pour le dire, Bertrand. Les organisations sous-régionales, dans leur principe, dans leur conception, ne travaillent pas pour l'intérêt de l'Afrique et de leur population. Aucune de ces organisations dites sous-régionales, je dis par principe, ne travaille pas pour leur pays. Il peut arriver que les développements nationaux amènent ces organisations à faire des choses qui n'étaient pas prévues dans leur, disons, dans l'idée qui les a générées. Mais de manière fondamentale, elles ne sont pas là pour le progrès du continent africain, pour le progrès de leur population, pour le progrès même des pays. Il faut être clair. La CEDEAO, croit que la CEDEAO a un projet pour l'Afrique de l'Ouest, mais c'est être d'une naïveté à faire pleurer. C'est quoi la CEDEAO? C'est Paris. Ce sont les organisations, ce sont les Occidentaux, là, ce sont les mondialistes, les libéraux. Pardon, on vous appelle libéraux, néolibéraux. Ce sont eux qui sont derrière cette organisation, mon cher Bachir. Il y a quoi derrière? Ouvrir les marchés aux multinationales, enrichir les multinationales. Or, il est démontré qu'aucune multinationale étrangère ne peut développer un pays africain. Sauf à être, je ne sais pas, quelqu'un qui a des problèmes mentaux pour croire des bêtises comme ça. Donc, c'est pour ça que vous voyez que la CEDEAO, par exemple, c'est terminé. C'est terminé. Comme un traité qui est fait, Bachir, pour les populations de la sous-région, qui est fait par les États de la sous-région, Afrique de l'Ouest, si on prend ce cas-là, ne peut pas avoir prévu les cas comme ce qu'il y a au Mali, comme ce qu'il y a aujourd'hui au Burkina Faso, comme ce qui va arriver par la suite. Comment elles ont géré les cas de l'arrivée de M. Ouattara au pouvoir, si on prend ce cas seulement? Comment elles ont géré ça? Comment elles ont géré ça? Donc, vous voyez que le fait qu'il y ait un gros vide juridique, et je suis gentil, sur des cas comme ce qu'on interviewe là, trahit le dessein de la CEDEAO, trahit quels sont les intérêts qui portaient la CEDEAO Bachir. Et ce n'est pas un vide juridique, ça a été fait exprès. Parce que ceux qui ont élaboré ce traité sont des géopoliticiens occidentaux, français, qui, chaque fois qu'ils rédigent un traité, voilà, chaque fois qu'ils rédigent un traité qui est signé par les États africains, ce traité-là, c'est pour mettre les chaînes dans les mains, n'est-ce pas, de ces pays-là et de leurs dirigeants, pour parler très simplement. La troisième chose que je vais dire, mon cher Bachir, c'est les agitations de l'Union africaine. Bachir, je vais arriver à votre réponse très facilement. À répondre à votre question très facilement. L'Union africaine, Bachir, je l'ai dit,
toujours. Vous voyez ici, mon cher Bachi, ici, vous êtes témoin, nous n'avons pas cessé d'apporter notre soutien à M. Roch Marc Christian Kabore, vous l'appelez. Oui. Lorsque commence le Burkina est attaqué par la France, à travers le terrorisme, Bachi, vous êtes témoin ici, nous avons passé le temps à soutenir et à dire à M. Roch Kabore et à interpeller l'Union africaine sur ce qui se passe au Burkina Faso et ce sur quoi ça va aboutir. Mais comme Bertrand le dit, M. Christian Marc Kabore, il n'a pas écouté nos conseils. D'ailleurs, je ne m'attendais pas qu'il les écoute, parce qu'ils sont d'une prétention satanique, ces gens-là. Ils manquent d'humilité, ils ne peuvent pas avoir de l'humilité. Donc, nous avons attiré l'attention. Et comme au Mali, dimanche dernier, j'ai interpellé l'opinion publique africaine sur la nature de M. Mahamat Fakir, à titre personnel d'abord, avant de parler de cette organisation qui ne sert à rien, Bachir. Vous avez parlé au Burkina Faso, même pas un voyage, même pas un déplacement du président de la Commission de l'Union africaine, pour seulement aller dire au Burkinabé, vraiment je suis avec vous, j'apporte mon réconfort. Rien, mon cher Bachir, rien, il n'a rien fait. Et vous allez voir bientôt, il va sortir. Comme il est actuellement, il est allé au Mali, il a reçu laquelle qu'il méritait là-bas. Donc, même chose, vous comprenez. Donc, nous avons passé le temps à interpeller, à dire, voilà ce qui va arriver. Pourquoi? Je mets le pied dans le plat maintenant. Bachir, ce que l'Occident présente toujours en Afrique comme étant des réformateurs, des hommes d'État, c'est-à-dire que des génies, à l'exemple du terroriste rebelle qui est en Côte d'Ivoire, à l'exemple des gens comme les Marc Christian Roch Kabore, les Yahi Boni, bref, cette typologie de présidents qu'on nous a présenté comme étant des technocrates capables de réformer nos États, mais ce sont des personnes pour la plupart qui ne sont pas à la hauteur de leurs fonctions. Elles ne sont pas faites pour être président, Bachir. Tout le monde ne peut pas être président. Il faut faire attention. C'est parce qu'on a un brillant parcours scolaire, parce qu'on a été un grand banquier, parce qu'on a travaillé dans l'organisation internationale qu'on peut diriger un pays. Bachir, c'est 1000 fois archi faux. Mais qu'est-ce qu'on vous a amené pendant peu de 30 ans, 90? On vous a amené quoi? Des gens comme ça. Regardez-les. Ils vous disent réforme. Et Bertrand l'a démontré. Réforme pour eux, c'est de recopier et d'appliquer. Bêtement. Elle dit, moins que les perroquets. Elle dit, les perroquets réfléchissent. Hein. Alors, quand vous comparez les perroquets et ces dirigeants-là, les perroquets sont mieux. C'est-à-dire, ils reproduisent bêtement les chiffonneries du FMI et de la Banque mondiale, qui travaillent contre les peuples africains, Bachir. Alors, ces réformateurs n'ont aucune envergure géopolitique, ne réfléchissent pas aux questions géopolitiques et géostratégiques. Mais Bachir, quel projet tu peux avoir pour ton pays quand tu mets de côté les lois de la géopolitique et de la géostratégie? Mais quand on refuse de prendre ça en charge, vous n'êtes pas un président. Un président, c'est d'abord un géopoliticien, c'est un géostratège. Parce que ces disciplines-là expliquent les rapports entre les États, Bachir. Mais sur la table de l'intérêt que vous allez prendre en charge. Mais quand des gens sont des cuisses noires de Paris, sont des cuisses noires du FMI de la Banque mondiale, mais ce sujet-là, ils les mettent sur la table pour faire carrière. Faire carrière. Alors nous parlons. Il y a l'opposant là au Burkina Faso. Il faudrait commencer à lui dire qu'on a l'œil sur lui. Zéphirin Diabré. Même logique. Même logique, Bachir. Même logique, Bachir. Donc, pour dire que ces gens ne sont pas à la hauteur de leur fonction. Mais, ils se sont dit, oh non, ça marche comme ça l'habitude, Bachir. Mais quand la saison change, Bachir, ils n'ont même pas été en mesure d'analyser, mais c'est très grave, le comportement de leurs soi-disant partenaires. Quand vous avez un partenaire, Bachir, qui abandonne le champ formel du partenariat, et c'est ce que j'appelle exigence diplomatique, pour vous attaquer la nuit et commencer à financer, armer, habiller des terroristes qui vous attaquent, chez vos militaires, mettre votre pays à terre, et que le président n'est même pas en mesure d'analyser ça à sa juste valeur. Il est président de quoi? C'est-à-dire, il ne voit pas, même quand il voit, il n'arrive pas à analyser, il est perdu. Ce n'est pas un président, ils sont des valets, Bachir. Ils sont des valets. Le Burkina est attaqué par c'est la France qui brûle le Burkina Faso, c'est connu depuis. Et pourquoi Kabore n'est pas en mesure d'analyser ça? Pourquoi il n'est pas en mesure de prendre la mesure? Pourquoi? Mais Bachir, il ne peut pas. Ce n'est pas un président. C'est un petit technocrate, c'est un salarié. Il n'est même pas un salarié. On l'a placé là, c'est un placement qu'on a mis là pour détruire le pays. Comment tu expliques qu'un président, qui dit qu'il est président d'un pays, n'est pas en mesure de prendre la mesure d'une menace grave comme celle qu'on appelait terroriste? Or, tout le monde sait, nous crions depuis 10 ans ici, c'est démontré. Les terroristes eux-mêmes ont accepté. Leurs parrains arabes du Golfe ont accepté, tout le monde connaît. Mais les Kabore refusent.
Ils préfèrent faire plaisir à Paris, encaisser et faire carrière, enrichir leur famille Bachir. Ce ne sont pas des présidents. Un président, une des caractéristiques majeures d'un chef d'État, c'est d'abord sa capacité à se sacrifier pour son peuple. Bachir, le poste là, c'est pour les gens qui ont renoncé à leur vie, qui donnent leur vie à leur peuple. Pas pour des fonctionnaires, c'est-à-dire des gens qui ne pensent qu'à leur carrière, mon cher Bachir. Or, les Occidentaux l'ont bien compris. Depuis des millénaires, Bachir, à quelques exceptions près, ils ont réussi. Ils placent à la tête de nos pays des gens qui ne sont pas des présidents, mon cher Bachir, qui n'ont jamais eu l'envergure de la fonction. Donc, ça m'amène à mettre sur la table la question du rapport de ce monsieur à son armée. Bachir, comment tu veux diriger un pays, tu n'aimes pas ton armée, tu ne connais pas ton armée. Kaboré, ce monsieur, avait des problèmes sérieux avec l'armée de son pays. Moi, je vous le dis, c'est de quoi je parle. Kaboré estimait que c'est l'armée de Compaoré, mais ça fait sourire. Mais toi, tu étais premier ministre de Compaoré, président de l'Assemblée nationale, ministre, tu es un prince du régime de Compaoré. Mais comment tu veux faire croire que, bon, ok, maintenant que tu es président, ce n'est plus ton armée. Il n'a jamais compris. Mais et après ça, il se faisait appeler commandant en chef, mais il avait de très mauvais rapports avec son armée. Mais Bachir, tu veux diriger un pays, tu ne maîtrises pas l'armée, tu ne prends pas le temps de comprendre l'armée, tu ne prends pas le temps de la comprendre, de l'organiser et de la mobiliser pour une cause nationale, Bachir. Mais tu n'es pas président. Un président mobilise d'abord son armée pour la cause nationale. C'est un président, tu dois entraîner ton armée. Sinon, qui t'a envoyé conquérir le pouvoir? Il est obligé. Qui l'a envoyé conquérir le pouvoir? Il a dit qu'il va être président au Burkina Faso. Président, c'est d'abord chef des armées. Bachir. Il a été incapable de reformer l'armée. Parce que pour lui, il avait un rapport bizarre avec l'armée. Ton pays est attaqué, tes militaires sont tués. Tu n'arrives même pas à leur donner une sépulture, Bachir. Même pas. Regardez ailleurs. Prenez le cas du Cameroun, regardez quand un militaire meurt au fond. Regardez les honneurs qu'on lui donne. Bachir. Les honneurs, la manière dont ils sont enterrés. Mais à la limite, ça encourage même les militaires à dire que ben, si je meurs, on m'enterre comme ça, mais autant me mourir. Bachir. Vous avez vu les tombeaux des militaires burkinabés? Et être comme ça, vous êtes surpris qu'ils sont renversés le lendemain? Vous êtes surpris? C'est le chef de l'armée, ça. Vous laissez les militaires être enterrés comme ça, alors qu'ils meurent au front, Bachir. Vous laissez votre armée sans équipement, alors que vous êtes censé anticiper une menace qui est là depuis au moins 20 ans. Ça aurait été sa priorité. Regardez Assimi Goïta. Regardez, voilà quelqu'un qui a pensé un jour à son pays. Ce n'est pas un petit banquier qu'on a ramassé, on l'a initié dans les ordres ésotériques, on l'a mis là. Bachir. Il n'était pas à sa place. L'élection démocratique, l'onction démocratique, avec des mains, ne donne pas les compétences à un président Bachir. Ça n'existait pas ça. Les gens doivent le comprendre en Afrique. L'onction démocratique, encore, onction fabriquée par les officines diaboliques de l'Occident, ne peut pas conférer à quelqu'un la capacité, comment dire ça, à incarner la vocation de son pays Bachir. Ce sont les choses sérieuses. Donc, un rapport terrible dans son armée. Et ça va continuer. Comment, Bachir? Ce rapport va se détériorer d'année en année. Oui. Bachir, ça va se détériorer au point où, quand la France commence à attaquer le Burkina Faso, oui, je parle français, hein, c'est la France qui attaque le Burkina Faso. Commence à attaquer le Burkina Faso, il est dépassé. 2500 morts, parmi lesquels près de 600 forces de défense et de sécurité. Et ça, ce sont les chiffres officiels. Hein. Il n'y a plus de Bachir. Les militaires sont au fond, ils n'ont même pas de quoi manger, ils sont obligés d'aller chasser les animaux là. Ils chassent, ils vont dans les plantations des populations, ils arrachent la nourriture. Souvent, Bachir, ils mangent la nourriture crue. On est arrivé à ce niveau. Le président est informé, il ne dit rien. Plus grave, pendant ce moment-là, lui et son ami détournent les budgets de l'armée. L'ami chez qui il dormait là, détournent les budgets de l'armée, mon cher Bachir. Les militaires sont en train de le voir. Les militaires regardent. Vous avez aujourd'hui près de 2 millions de déplacés, mon cher Bachir. 2500 écoles fermées. Près de 40 000 cas de crimes de haut niveau recensés depuis au moins 3, 4 ou 5 ans. Donc la criminalité a connu un envol pas possible dans le pays, mon cher Bachir. C'est encore l'état ça? Pour dire quoi? Pour les jeunes Bertrand, pour dire que mais, le débat sur le narratif, de savoir, avons-nous à faire un coup d'État ou pas, mais c'est pour les enfants. C'est-à-dire que, j'ai dit dimanche, que les coups d'État, on les constate, hein, Bachir. Et quand vous les constatez, vous les commentez seulement, ce n'est pas vous qui faites les coups d'État. C'est-à-dire, on constate un coup d'État.
Ceux qui viennent dire on condamne un coup d'État sont des sorciers. On condamne, mais quand ça arrive, vous êtes où? Surtout que ceux qui viennent condamner maintenant, là, ceux qui financent le terrorisme, qui protègent les terroristes. Je parle de l'ONU et de tous ces gens, la France, la CEDEAO, tous ces gens, ce sont eux. Maintenant, ils viennent condamner alors qu'ils ont abandonné le Burkina Faso. Quand ils subissaient les attaques terroristes, ils n'ont rien fait. Maintenant, ils viennent condamner. Donc, j'arrive. Je vais chuter. Ouais. Donc, nous là, nous ne pouvons pas être en train de dire coup d'État. Les Français disent coup d'État. L'ONU dit coup d'État, Bachir. La CEDEAO dit coup d'État, mais il y a un problème. Depuis quand on parle les mêmes mots? Depuis quand nous, on utilise les mêmes mots? Non, il y a un problème. Quand eux disent coup d'État, nous on réfléchit 3 fois. On regarde, mon cher Bachir. Parce que quand ils font leur coup d'État, ils appellent ça révolution populaire. Ils appellent ça printemps arabe. Ils donnent des noms. Vous comprenez? Donc, quel est le coup d'État? Nous, on regarde. Bon, mon cher Bachir. Maintenant, je suis... Madame Linda l'a démontré, Bachir, à sa suite, pour vous démontrer que j'entends des analystes qui se précipitent pour rester polis, dire que c'est un coup d'État de la France. Mais vous voulez introduire la France là où on ne contrôle plus rien? La France est finie. Même le pays où la France... Mais ils peuvent le dire à travers les éléments qu'ils ont. Non, il n'y a pas d'éléments. Quand vous écoutez... Madame vous a dit, écoutez les médias français, Bachir. Quand la France contrôle une situation... Leurs médias ne parlent pas. Ils ont une certaine manière de s'exprimer. Quelle situation est sous contrôle? Ça ne change pas, on connaît. Allez écouter ces médias-là. Moi, je veux vous donner un élément. En plus, ce que Linda a dit, qui vous démontre que ce n'est pas la France. Tout à l'heure, Hamza vous a parlé. Il vous a parlé d'un convoi qui est parti de Abidjan. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Il a dit d'un pays voisin. Non, c'est Abidjan. Il a peur de quoi? C'est Abidjan. C'est M. Ouattara. C'est Abidjan. Et qui dit Abidjan, c'est Paris. Ce convoi est parti parce qu'il avait pour ambition, il lève le doigt. Oui. De libérer, vous savez, on allait libérer Ndiandjere, non? Vous savez ça? Bon, qui a intérêt à libérer Ndiandjere au Burkina Faso? Ndiandjere, qui? On l'a libéré pour qu'il prenne le contrôle des opérations, Ndiandjere. Mais qui? C'est un pro-français, c'est un agent français de première catégorie, Ndiandjere. Mais il n'a pas réussi. Premier élément qui a dit la faillite de la France. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. C'est d'autres groupes de l'armée qui contrôlent l'armée actuellement. Mais ils ont un problème. Il fallait qu'ils fassent l'unité de l'armée. C'est pour ça que ça a pris du temps. Il fallait qu'on fasse l'unité de l'armée. Ça a pris du temps. Ils ont réussi à le faire. Ils ont fait leur communiqué. Vous comprenez? Deuxième élément que je vous donne pour que vous compreniez très bien. Quand la France fait un coup d'État dans un pays, première caractéristique, l'armée est divisée. Il y aura une purge. Allez voir les typologies, vous allez voir. Quand la France fait un coup d'État, il y a toujours, l'armée va sortir de là éclatée. Pourquoi? Parce que un des principes fondamentaux de la géopolitique et du géomilitarisme, c'est quoi? C'est que l'impérialisme ne peut pas donner à un pays de la périphérie une armée unie dans la vocation de libérer le pays. Donc pour contrôler l'armée, on la divise. On la transforme en une armée espagnole. Pour dire auberge espagnole. Vous connaissez ce qu'on appelle une auberge espagnole. Donc, une armée espagnole, c'est l'exemple de la Côte d'Ivoire. On prend des dozos. Voilà la France. On ramasse des dozos qui n'ont aucune conformation militaire, ni aucune conscience militaire. On les met dans l'armée. On les donne les grades. Donc, du coup, ce pays-là n'aura jamais d'armée. Bachir. Les vrais militaires de formation sont là, dirigés, n'est-ce pas, pas des, on va dire chasseurs traditionnels, on est pourris, mais il fallait qu'ils continuent à faire leur chasse traditionnelle. Personne ne les aura en voulu. Maintenant, quelle est la chasse traditionnelle pour devenir militaire? C'est un scandale. Les dozos. Et maintenant, quand les dozos sont là, maintenant, le criminel, chef rebelle terroriste, va chercher maintenant la vraie sécurité étrangère. La France, Israël, qui maintenant assure la technologie et le vrai contrôle. Voilà le genre d'armée. Quand la France prend le contrôle, quand elle contrôle un coup d'État... Donc, ce n'est pas le cas au Burkina Faso. Non. La caractéristique, c'est ce que je suis en train de vous dire. Oui. Maintenant, alors, avons-nous affaire à un coup d'État révolutionnaire, entre guillemets, un coup d'État révolutionnaire? Moi, je ne me fie pas aux rumeurs. Je ne me fie pas aux impressions qu'on lance. Moi, je vais juger ces gens dans leurs actes. Oui. Mais le pays qu'ils héritent, la mentalité du peuple actuellement burkinabé et l'environnement
peut les obliger à basculer dans une dynamique révolutionnaire. Bachir, ça arrive. Attendez la réaction de la CEDEAO. Le rumeur court que le terroriste criminel, petit satrape de Paris, mobilise la CEDEAO pour une intervention militaire. Vous savez de qui je parle. Mais n'allons pas, parce que je souhaite qu'il le fasse. Moi, je veux que la CEDEAO fasse ça. La CEDEAO fasse ça. Parce que la France est une situation terrible, cher Bachir, dans le cas d'espèce. Moins d'erreurs, elle va accélérer un processus qui est irréversible, sur lequel elle n'aura plus jamais le contrôle. Mais là, moins d'erreurs, elle va accélérer. Pour dire quoi? Objectivement, on est dans un processus qui se rapproche, n'est-ce pas, d'une prise de pouvoir par les militaires révolutionnaires. Je dis bien, on est dans un processus. Maintenant, il faut qu'il y ait une dimension subjective, que ces militaires, résolument, s'affirment comme tels. Mon cher Bachir. Pour l'instant, on voit des petits indices. J'ai vu le peuple se mobiliser à la place de l'indépendance. Pour l'instant, ça ne suffit pas. Il faut faire plus. Il faut être clair. Si on veut aller parler avec la Russie, on le dit ouvertement, cache là, rapidement, clair. Merci, Président Bandakani. Afrique Média. Le monde, c'est nous.